En mai 2007, dans une petite ville tranquille de République tchèque, un simple croisement accidentel de signaux a révélé au grand jour une terrible affaire. Une nation entière a assisté transie d'horreur à une série de révélations macabres. Deux petits frères, Jakub et Andrei, âgés respectivement de 9 et 7 ans, ont été victimes de séquestration, d'abus, de mutilation, de brutalité psychologique et de cannibalisme de la part de plusieurs personnes, au premier rang desquelles leur propre mère et la sœur de celle-ci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette affaire qui a bouleversé tout un pays est l'affaire de la tristement célèbre affaire Kurim. C'est sans doute l'une des affaires les plus sordides et rocambolesques de la chaîne. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Nous allons plonger dans les profondeurs les plus abjectes et perverses de l'âme humaine. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est à Kurim, une petite bourgade tranquille de 10 000 habitants en République tchèque, proche de Brno, la deuxième plus grande ville du pays, que notre affaire débute. Le lundi 7 mai 2007, après une longue nuit durant laquelle sa femme vient de donner naissance à leur premier enfant, Edward rentre chez lui. Là, il décide de tester le babyphone que le couple a acheté quelques mois plus tôt. Seulement, en l'allumant, il fait une étrange découverte. Il voit apparaître sur son écran un petit garçon qu'il ne connaît pas. L'enfant est nu, il semble avoir 6 ou 7 ans, il joue avec un rouleau de scotch. L'image est en noir et blanc, elle est de très mauvaise qualité. La scène semble provenir d'une petite pièce sombre. Edward pense tout de suite que, suite à une interférence, il vient de capter l'image d'un autre babyphone se trouvant chez l'un de ses voisins. Certainement encore sous l'émotion de la naissance de son premier enfant, il ne relie pas cette scène à une potentielle violence ou maltraitance. Le petit garçon n'a pas l'air mal en point, il semble se satisfaire de jouer avec ce rouleau de scotch, il pense qu'il s'est peut-être volontairement caché dans le placard comme si c'était sa cabane pour jouer et il décide d'éteindre l'appareil. La journée s'écoule, il ne pense plus à ce petit garçon, il rejoint sa femme et son bébé à la maternité où il passe la journée. Vers 17h, il rentre chez lui et décide d'allumer de nouveau le babyphone. Il constate alors que le petit garçon est toujours là au même endroit. Edward est pris d'effroi, il est choqué. Si le petit garçon était dans cet endroit de son plein gré, il ne serait pas encore là 6 heures plus tard. Pendant 15 minutes, il reste devant le babyphone regardant les images. Sous le choc, il ne sait pas quoi faire, mais il sent bien que quelque chose ne va pas. Finalement, il décide de contacter les forces de l'ordre pour tout leur raconter. Il prend aussi quelques photos au cas où il perdrait le signal. Les policiers ne tardent pas à arriver et après avoir visionné les images, ils lancent immédiatement l'enquête. De toute évidence, les images proviennent d'une maison voisine car la portée des babyphones est assez réduite. Ils décident donc d'aller frapper à toutes les portes pour retrouver le petit garçon. Tous les voisins vont répondre la même chose, il n'y a aucun petit garçon dans une pièce sombre chez eux. En frappant à l'une des portes du voisinage, il tombe sur une jeune femme blonde de 29 ans, une certaine Klara Moreova. La jeune femme a aménagé récemment dans le quartier en décembre 2006. Elle est très discrète, les voisins ne savent rien sur elle, ils la voient très peu, elle semble vivre recluse dans sa maison. Lorsque les enquêteurs lui demandent si elle a un petit garçon chez elle, elle répond par la négative, précisant que l'unique enfant présent dans la maison est sa fille de 13 ans, Anna, gravement malade et qui serait fortement perturbée de voir des inconnus pénétrer dans sa maison. N'ayant aucune raison de penser que la jeune femme leur ment, les policiers s'excusent du dérangement et repartent. Seulement, chez lui, Edward est toujours devant son babyphone, en train d'enregistrer les images du petit garçon avec son téléphone, et il entend la conversation que les policiers ont avec Klara. Il les contacte immédiatement pour leur dire qu'il a tout entendu et que le petit garçon est sûrement dans cette maison. Il leur montre les images. Suite à ces infos, les policiers n'attendent pas une minute de plus et ils retournent chez la jeune femme.
Cette maison est désormais considérée comme une scène de crime et ils décident de la perquisitionner. Les policiers entrent pour chercher le petit garçon et comme l'avait annoncé Clara, à l'étage, sa fille réagit mal à l'intrusion des policiers, elle semble en crise et se met à crier. Les agents des forces de l'ordre ne tardent pas à remarquer une porte donnant sur un placard ou une petite pièce sombre se trouvant sous l'escalier, seulement la porte est fermée avec un cadenas. Ils demandent à Clara de leur ouvrir la porte, mais elle déclare qu'elle ne possède pas la clé. La porte était déjà verrouillée lorsqu'elle a emménagé et le propriétaire ne lui a jamais remis la clé. Face à cette situation, les policiers appellent du renfort, contactant les pompiers pour venir forcer le cadenas. Pendant ce temps, Clara appelle également à l'aide et sa sœur aînée Katrina arrive rapidement sur les lieux. C'est à l'arrivée de sa tante Katrina que les policiers voient enfin descendre la fille de Clara. Elle semble être adolescente, mais elle se comporte comme une enfant beaucoup plus jeune. Elle est vêtue d'une robe à motifs rouge et jaune, elle porte des lunettes rondes et une casquette sur la tête. Elle marche à quatre pattes et se comporte comme un bébé. Il conclut immédiatement qu'elle souffre probablement de troubles du développement. Lorsque les policiers arrivent avec une pince coupante, ils se retrouvent confrontés à un problème. Clara, sa fille et sa sœur sont toutes les trois assises devant la porte verrouillée. Elles veulent les empêcher d'y accéder. Face à cette situation inhabituelle, les forces de l'ordre n'ont pas d'autre choix que de déplacer physiquement les trois femmes pour accéder à la porte cadenassée. Tandis que les deux adultes offrent une faible résistance, l'adolescente réagit avec beaucoup plus de virulence. Elle se lève soudainement, frappant et donnant des coups de pied, elle griffe même les agents présents. Heureusement, les policiers parviennent assez rapidement à la maîtriser. Une fois ces obstacles écartés, les pompiers parviennent assez aisément à faire sauter le cadenas. À ce moment-là, ils sont confrontés à une véritable scène d'horreur. La première chose qui les frappe est l'odeur. Les sols et les murs sont couverts de vomi, d'excréments et d'urine séchée. C'est le début de l'été et il fait très chaud dans la petite pièce. Au fond de celle-ci, ils découvrent horrifiés le petit garçon aperçu sur le babyphone. Il est nu, attaché, et malgré tout le tumulte, il est étonnamment calme, il ne pleure pas. Interrogée par les policiers, Clara, sous le choc, admet que ce petit garçon est bien son fils, Andrei. Elle semble secouée et ne fournit pas plus de détails aux policiers. Sa sœur, en revanche, offre une explication qui semble peu crédible. Elle prétend que le petit garçon aime se réfugier là car cela lui donne l'impression d'être dans l'univers d'Harry Potter. Bien évidemment, cette version ne convainc personne. Pourquoi le petit garçon est-il dans cet état ? Nu, attaché, enfermé à clé, s'il s'agit simplement de jouer à Harry Potter. Les policiers n'obtiennent pas d'autres informations, les deux femmes se murant ensuite dans le silence. Les secours sont appelés et les policiers réalisent les premières constatations en photographiant la pièce où se trouve le petit garçon. Lorsqu'ils le photographient encore attaché dans son placard, il se tourne vers l'objectif et sourit. Cette réaction brise le cœur des enquêteurs profondément marqués par cette tragique découverte. À l'arrivée des équipes médicales, Andrei est pris en charge et emmené à l'hôpital. Ce qui surprend les soignants, c'est le calme du petit garçon. Il semble totalement indifférent face à la situation qu'il traverse. Les enquêteurs ne tardent pas à découvrir que Andrei a un frère de 2 ans son aîné, Yacoub, qui était à l'école au moment de la découverte. Les deux garçons et l'adolescente sont pris en charge, tandis que Clara, la mère, et sa sœur Katerina sont arrêtés. Ce n'est que le soir, une fois à l'hôpital, qu'Andrei manifeste les premiers signes de traumatisme psychologique. À la tombée de la nuit, il devient très angoissé, délirant et croyant que les photos sur les murs sont des monstres prêts à l'attaquer. Le personnel doit alors retirer tous les posters et images des murs. Les infirmières vont faire de leur mieux pour le calmer et le réconforter, mais tout au long de la nuit, il est tourmenté par de terribles cauchemars, suppliant qu'on le tue pour mettre fin à sa souffrance. Les soignants remarquent tout de suite les nombreuses marques que le petit garçon porte sur le corps. Il présente de longues cicatrices sur ses bras et son dos qui semblent avoir été infligées par des objets tranchants.
De plus, il porte de multiples cicatrices sur l'aine et une cicatrice circulaire sur la fesse. Ondrej ne demande qu'à voir une seule personne, sa sœur Anna. Il est très préoccupé par son sort et espère qu'elle n'a pas été blessée. Il explique aux soignants que si quelque chose arrivait à Anna, ce serait catastrophique car selon lui, elle est l'élue. Pendant qu'Ondrej est à l'hôpital, son frère Yacoub et sa sœur Anna sont pris en charge dans un centre d'accueil. Alors que le personnel essaie de communiquer avec Yacoub, bouleversé, désorienté, il garde le silence. Il ne dit rien, mais il remarque vite que lui aussi présente de nombreuses cicatrices identiques à celles de son frère sur le corps. Ils ont les mêmes, hormis celles en forme circulaire que Ondrej a sur la fesse. De son côté, après la séparation, Anna semble bouleversée. De toute évidence, elle présente des troubles du développement, elle ne laisse personne s'approcher d'elle et crie, frappe et mord dès que quelqu'un essaie de la toucher. Les travailleurs sociaux souhaitent vérifier si elle aussi présente des cicatrices, mais elle ne se laisse pas approcher. Ils décident donc de lui laisser du temps pour qu'elle s'habitue à sa nouvelle situation avant de procéder à d'autres vérifications. Interrogé sur l'origine de ces cicatrices, Yacoub explique d'abord que les longues cicatrices sont dues à sa gerbille et que les cicatrices à l'aine sont des marques de piqûres de guêpe. Les soignants, n'étant pas dupes, parviennent progressivement à instaurer un climat de confiance avec Yacoub. Après quelque temps, il finit par admettre que c'est sa mère qui est responsable de ses blessures. Ainsi commence l'une des affaires les plus atroces jamais connues en République tchèque, une histoire incroyable et pleine de rebondissements qui captivera le pays durant plusieurs années. Qu'est-il arrivé à ces enfants et pourquoi leur mère leur a-t-elle fait subir les pires horreurs ? Klára naît en 1978 dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Ses parents, Ladislav et Eliška, ont déjà 2 filles, Katerina l'aînée et Gabriela. La famille est heureuse et très unie, les filles grandissent dans un environnement aimant et bienveillant. Ils partent souvent en vacances, mènent une vie sociale active, fréquentent régulièrement d'autres membres de la famille et multiplient les sorties. Ce sont des chrétiens, ils vont parfois à l'église et les filles sont élevées dans la foi catholique. Les 3 sœurs s'entendent très bien. Klára, la dernière, est une jeune fille sportive. Elle aime le grand air, elle pratique le volley-ball, la gym et la natation synchronisée. Ses 2 sœurs aînées sont plus calmes et réservées, elles adorent lire. Toutes les 3 ont d'excellents résultats à l'école. En 1995, alors qu'elle a 17 ans, Klára vit l'une de ses premières histoires d'amour avec un certain Radek Koufal. La relation est passionnée et 1 an plus tard, à 18 ans, elle tombe enceinte. Cette grossesse n'est pas voulue, mais le couple décide de l'assumer. Quelques mois plus tard, ils se marient et en octobre 1997, elle donne naissance à un petit garçon qu'il prénomme Yacoub. 2 ans plus tard, en septembre 1999, c'est Ondrej qui vient rejoindre la famille. Tout est allé très vite. À 21 ans, Klára est déjà maman de 2 enfants. Toutefois, elle a la chance de vivre une histoire stable et sérieuse avec Radek et elle peut aussi compter sur le soutien sans faille de ses parents qui sont ravis d'avoir des petits-enfants. Ils soutiennent le jeune couple comme ils le peuvent. D'ailleurs, après leur mariage, alors qu'ils sont sans ressources, Klára et Radek vivent chez eux pendant près d'1 an. Puis Radek trouve un emploi et la petite famille s'installe dans son propre appartement. Grâce au soutien de ses parents, Klára parvient à poursuivre ses études durant cette période-là et elle obtient son diplôme en économie. Peu après, rapidement, elle trouve un emploi en tant que secrétaire. De l'avis de tous, Klára est une excellente mère, elle est aimante et très attentionnée avec ses 2 petits garçons. Malheureusement, après 6 ans de vie commune en 2003, le mariage de Klára et Radek bat de l'aile. Les disputes deviennent de plus en plus fréquentes et intenses. D'ailleurs, vers la fin de 2023, Radek quitte le domicile familial et il entame une procédure de divorce. La séparation se passe plutôt bien, le divorce est réglé à l'amiable. C'est Klára qui obtient la garde des enfants. Radek ne s'y oppose pas, jugeant qu'elle est une bonne mère. Il soutient financièrement son ex-épouse et continue à voir régulièrement ses fils. Il passe le plus de temps possible avec eux, les emmenant par exemple chaque semaine à leur entraînement sportif.
Suite à son divorce, Clara se rapproche considérablement de sa grande sœur Caterina, qu'elle a toujours considérée comme un modèle. Caterina dirige un centre d'accueil pour enfants en difficulté et Clara, très sensible à la cause des enfants maltraités, admire beaucoup le travail que sa sœur accomplit. Elle aimerait beaucoup, elle aussi, pouvoir aider les enfants qui en ont le plus besoin et elle décide même de reprendre ses études dans le social. Elle confie d'ailleurs à sa grande sœur son souhait d'accueillir des enfants maltraités et orphelins. Un jour d'automne 2003, Caterina invite sa sœur Clara chez elle. Là, elle lui montre un lit d'enfant avec des jouets et lui révèle un secret. À la demande d'une organisation secrète avec laquelle elle est en relation grâce au centre d'accueil qu'elle dirige, Caterina vient d'accueillir un enfant norvégien. C'est une petite fille au passé sombre, la pauvre a été sauvée de trafiquants d'enfants et durant toute son enfance, elle a subi de terribles abus. En plus de ça, la pauvre fillette est gravement malade, elle souffre de leucémie. Caterina explique à Clara que les trafiquants sont toujours à la recherche de la petite fille et qu'elle ne peut pas faire confiance aux autorités car le trafic d'enfants est infiltré dans la police et jusqu'au plus haut sommet de l'État. Elle implore Clara de garder ce secret. Caterina a aussi une faveur à demander à sa sœur, la fillette a besoin d'un don de moelle osseuse. Elle lui demande si elle accepterait de passer un test de compatibilité. Profondément émue par cette histoire, Clara accepte de garder le secret et de passer le test. C'est Caterina, par l'intermédiaire d'un médecin appartenant à l'organisation secrète, qui organise la prise de sang, soulignant l'importance de maintenir une discrétion absolue sur toute l'affaire. Quelques jours plus tard, Caterina présente à Clara la fillette nécessitant la transplantation. C'est une petite fille d'environ 10 ans, très maigre, qui semble à la fois physiquement faible et psychologiquement affectée. Elle évite tout contact visuel et parle de manière hésitante, à voix très basse. L'enfant semble désorientée et elle alterne entre le tchèque et le norvégien lorsqu'elle parle. Caterina explique à Clara qu'à cause des nombreux traumatismes qu'elle a subis, l'enfant a peur de tout le monde. Dans les mois qui suivent, Clara rend plusieurs visites discrètes à la petite fille chez sa sœur. Bien qu'elle se montre méfiante envers la plupart des gens, la pauvre enfant semble attirée par Clara. Elle se montre plus ouverte avec elle, lui parle et lui révèle même son prénom. Elle s'appelle Anna. Caterina est très surprise car selon elle, Anna n'avait jamais confié son prénom à quiconque auparavant. Malheureusement, lorsque les résultats du test de compatibilité arrivent, c'est la désillusion, ils sont négatifs. Clara ne pourra pas sauver Anna en lui donnant de sa moelle osseuse. C'est un coup dur pour la mère de famille qui aurait tant aimé pouvoir aider cet enfant qui a déjà tant souffert. Sans une greffe, Anna, bien que sauvée de ses tortionnaires, n'a malheureusement pas beaucoup de temps à vivre. Ses jours sont comptés et les médecins sont catégoriques, elle ne devrait pas survivre au-delà de ses 16 ans. Face à cette situation, Caterina demande à Clara de l'aider à offrir un peu de bonheur à la fillette pour le temps qu'il lui reste à vivre. Elle lui propose d'accueillir Anna chez elle afin de lui apporter l'amour et la stabilité dont elle a été privée toute sa vie. Clara hésite, c'est une énorme responsabilité, d'autant plus qu'elle s'occupe déjà de ses fils. Mais Caterina la rassure, lui expliquant que le médecin de l'organisation avec lequel elle est en contact continuera de suivre Anna. Grâce à cette coopération, elles pourront s'occuper au mieux d'Anna et de son traitement complexe. Clara entre en contact avec le médecin par message, il la convainc qu'elle est la mieux placée pour apporter à Anna l'amour et la sécurité nécessaires dans les derniers moments de sa vie. Émue par le sort de la petite fille, Clara accepte cette responsabilité. Elle se sent désormais investie d'une mission quasi divine, celle de soutenir et de prendre soin d'Anna. Pour éviter que les membres du réseau retrouvent Anna, Caterina, en contact étroit avec l'organisation, indique à Clara qu'elles devront tromper les autorités pour l'adoption. Elles élaborent donc une histoire inventée de toutes pièces. Anna sera présentée comme la petite fille autiste d'un couple de toxicomanes. Elles raconteront que leur grand-mère s'en occupait car ses parents en étaient incapables. Elle l'aidait du mieux qu'elle pouvait, émue par la situation difficile de cette petite fille qui avait de nombreux problèmes de santé.
Cependant, un jour, en 2000, les parents ne reviennent pas chercher la petite fille, l'abandonnant sans jamais plus lui donner signe de vie. La grand-mère l'a donc prise sous son aile, elle s'en est occupée durant 4 ans jusqu'à sa mort. À présent, c'est Clara qui s'en occupe et elle souhaite l'adopter. Seulement, en raison de la prétendue toxicomanie de ses parents et de la façon dont elle avait été recueillie, elle n'avait pas de papier, rendant le processus d'adoption particulièrement complexe. C'est Caterina qui s'occupe de tout, elle fait appel à un ami journaliste et militant, engagé pour les droits des enfants en quête d'adoption. Grâce à son aide, elle réussit à surmonter tous les obstacles, mais il reste encore à comparaître devant le tribunal. Aussi, pour finaliser la procédure d'adoption, elles ont besoin d'un témoignage et d'un échantillon ADN. Eliška, la mère de Clara et Caterina, accepte d'aider ses filles en validant l'histoire fictive à propos de leur grand-mère. Pour soutenir ses filles et pour aider Anna à trouver un foyer aimant, elle accepte de mentir. Désormais, le problème le plus complexe à régler, c'est l'ADN. Caterina explique à Clara qu'elles ne peuvent pas prélever l'ADN d'Anna car l'organisation criminelle qui lui avait fait subir les pires sévices risquerait ainsi de retrouver sa trace. Mais Caterina, pleine de ressources, se tourne alors vers l'une de ses collègues de travail, une certaine Susanna. Elle travaille dans le centre dirigé par Caterina et a une fille de 13 ans. Elle lui raconte l'histoire de Anna, fille de toxicomane, et lui demande son aide pour l'adoption. Susanna accepte et c'est donc Maria, sa fille, qui va jouer le rôle d'Anna en donnant son ADN. Maria devra également rencontrer un médecin des services sociaux. Pour cela, elle est préparée par Caterina et une de ses amies très proches, une certaine Anna Basova, que j'appellerai Anna B, travaillant également dans le centre d'accueil et dont nous reparlerons bientôt. Les deux femmes lui teignent les cheveux pour qu'ils soient plus foncés, elles lui font également porter des lentilles marron pour dissimuler ses yeux bleus. On lui demande d'observer le comportement d'Anna et de le reproduire le plus fidèlement possible afin de se faire passer pour une jeune fille autiste. Maria réussit brillamment les tests et les autorités n'y voient que du feu. Anna devient donc officiellement la fille de Clara. C'est en décembre 2005 qu'Anna vient donc s'installer chez Clara et ses deux garçons. Au début, les relations entre Anna et les deux garçons sont plutôt tendues. Anna, méfiante, semble effrayée par les garçons, mais la situation s'améliore au fil du temps. S'occuper d'Anna n'est pas aussi facile que ce que l'avait imaginé Clara. L'adolescente de 13 ans a de nombreux problèmes de santé et nécessite beaucoup d'attention et beaucoup de soins. Le médecin avec lequel elle est toujours en contact par SMS l'informe que la jeune adolescente souffre d'hydrocéphalie et a besoin de massages quotidiens de la colonne vertébrale à la base du crâne. Ces messages durent longtemps, parfois jusqu'à plusieurs heures par jour. Il lui est aussi demandé de caresser régulièrement les parties intimes d'Anna. Selon le médecin, cela renforcerait le lien entre la mère adoptive et la jeune fille. La jeune adolescente est exigeante en termes d'attention. Elle réclame souvent des cadeaux et des friandises et réagit extrêmement mal quand ses demandes ne sont pas satisfaites, allant jusqu'à se mettre en danger. Une fois par exemple, armée d'un couteau, elle a menacé de sauter par la fenêtre et une autre fois, dans une gare, elle a failli sauter sur les rails. Clara est désemparée, elle essaie de faire au mieux pour Anna, mais la situation la stresse et l'épuise énormément. Petit à petit, elle s'isole socialement, elle ne reçoit plus personne chez elle et parle de moins en moins avec ses voisins qui la trouvent très fatiguée et triste. Toujours sur le qui-vive, elle dort peu, seulement 3 heures par nuit, et elle fait au mieux pour éviter les terribles crises de l'adolescente. Tout ceci se répercute naturellement sur ses deux garçons, Andrei 6 ans et Jakub 8 ans. Clara, qui a de moins en moins de temps à leur accorder, est beaucoup moins patiente avec eux. Les deux frères qui se sentent délaissés par leur mère essaient comme ils le peuvent d'attirer son attention, ce qui ne fait que renforcer l'épuisement de Clara qui se sent complètement dépassée, elle est à bout. Heureusement, le médecin de l'organisation qui suit Anna est là pour lui apporter des solutions et l'aider au mieux à gérer ses garçons. Selon lui, ces derniers ont besoin de sérieux ajustements éducatifs. Il est formel. Si elle ne redresse pas rapidement le tir, les conséquences seront catastrophiques. En grandissant, il se pourrait même qu'ils finissent en prison.
Clara, totalement dépassée par la situation, écoute religieusement ce médecin qui lui explique qu'il faut agir au plus vite et de manière ferme. Les deux jeunes frères ont besoin de connaître un avant-goût de la vie carcérale, cela les ramènera sûrement dans le droit chemin. Il lui conseille alors de mettre de la distance entre ses parents trop présents et trop laxistes pour réaffirmer son autorité. Clara fait toute confiance au médecin et annonce à ses parents que désormais, pour leur bien, ils verront moins les garçons. Cependant, Clara ne se limite pas à seulement éloigner ses fils de leurs grands-parents, elle prend également ses distances avec sa sœur Gabriella, avec qui elle était très proche. Soudainement, elle cesse toute communication avec Gabriella, ne lui donnant plus aucun signe de vie. En juillet 2006, les fils de Clara, qui voyaient aussi régulièrement leur père, sont aussi coupés de lui. Clara lui annonce qu'il y aura des changements dans leur emploi du temps et qu'ils n'iront plus au sport. À la place, ils suivent un programme en lien avec les animaux, ce qui les amène à faire de nombreuses sorties. Ils ne sont donc plus disponibles pour le voir. En octobre 2006, moins d'un an après l'arrivée d'Anna, Clara, submergée par les événements, abandonne ses études dans le domaine social qu'elle avait entamé pour suivre l'exemple de sa sœur. En l'espace de quelques mois, la mère de famille est complètement isolée du monde extérieur, coupant les liens avec ses amis et sa famille. Il ne reste à ses côtés que Katerina et le médecin de l'organisation qui continuent à lui envoyer des instructions par SMS. Pour redresser les enfants, Katerina, suivant toujours les instructions du médecin à distance, organise un week-end dans un chalet éloigné situé à environ 50 km de Brno, où résident Clara et les enfants. À leur arrivée au chalet, en compagnie de leur mère, de leur tante et d'Anna, ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Anna Basova, la collègue de travail de Katerina mentionnée précédemment, est déjà présente sur les lieux avec 2 hommes. C'est lors de ce séjour que la vie des 2 petits garçons va basculer dans l'horreur. Dans ce chalet reculé, des événements tragiques se déroulent. Clara, influencée par sa sœur et le médecin, néglige et délaisse la sécurité de ses fils, les laissant aux mains d'inconnus. Ces derniers vont malheureusement soumettre les jeunes garçons à des expériences traumatisantes et horribles. Jakub et Andrei n'ont pas le temps de réaliser ce qui leur arrive qu'on les place directement dans 2 cages pour chiens. Les 2 garçons, désormais âgés de 7 et 9 ans, se retrouvent plongés en enfer. Ils sont interdits de toute communication entre eux et sont forcés de rester pendant plusieurs jours dans les cages, se nourrissant uniquement dans des gamelles pour chiens. Leur calvaire est aggravé par le fait qu'ils ne sont sortis de ces cages que pour endurer des traitements cruels et abusifs. Les garçons subissent des traitements inhumains. On leur met la tête dans des sacs et ils sont battus avec des boucles de ceinture et une perche en bambou. Ils sont également griffés avec des fourchettes, des cigarettes sont écrasées sur leur peau et ils sont brûlés avec de l'eau chaude. Cette eau suffisamment chaude pour causer des dommages permanents, mais pas assez pour les faire agoniser et versée lentement sur leur abdomen. Les petits garçons vont également être abusés par les 2 hommes. Ils endurent les pires abus de la part des 2 hommes. Ils subissent une torture physique et mentale extrême. Traités sans aucune humanité, ils sont forcés d'avoir sur la tête un sac, les empêchant de voir qui leur fait quoi. Contre toute attente, jamais leur mère ne leur viendra en aide, au contraire, elle participe même aux horreurs infligées à ses enfants. Les garçons sont contraints de mémoriser et de répéter des mots et des phrases vulgaires, tout en étant exposés à de la musique forte et à des cris. Ils sont également contraints de s'infliger mutuellement des blessures. Un jour, on les oblige à creuser des tombes peu profondes et à s'y allonger, tandis que les adultes leur répètent qu'ils sont morts. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'est Andrei qui subit les pires tortures. Sa tête est plongée à plusieurs reprises dans un seau d'eau, lui faisant croire qu'il allait se noyer. Le point culminant de toute cette folie survient lorsqu'Andrei est extrait de sa cage. Il est fermement maintenu tandis que sa mère, armée d'un couteau, lui coupe un morceau de chair sur la fesse, laissant une cicatrice circulaire. Le garçon souffre intensément, criant et pleurant, pendant que les adultes présents mangent le morceau de chair coupée. À la fin de cette sorte de rituel diabolique, Andrei est également contraint de manger un morceau de sa chair.
Pendant des jours, les deux frères subissent les pires tortures et tous les sévices qui leur sont infligés sont filmés. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Après cet épisode au chalet, le calvaire des garçons ne s'arrête pas là. De retour à Brno, ils sont séparés de leur mère et gardés clandestinement dans le centre où travaillent Katerina et son amie Anna B. C'est d'ailleurs elle qui surveille les garçons. Au début de l'année scolaire 2006-2007, Yacoub retourne à l'école mais sous conditions strictes. Le petit garçon ne participe pas aux sorties scolaires et il est très souvent absent. De plus, il n'est pas autorisé à aller à la piscine avec la classe, il ne faudrait pas que quelqu'un voie les nombreuses cicatrices qu'il a sur le corps. Yacoub, ayant subi un intense lavage de cerveau, ne révèle jamais les horreurs qu'il endure. Chaque soir, sa tante, Katerina, vient le chercher pour le confier à son amie Anna B. Cette dernière est cruelle, elle enferme les garçons dans une pièce d'où ils ne peuvent sortir avec seulement un seau pour faire leurs besoins. Malheureusement, le petit Andrei, lui, ne connaît pas de repos. Il est officiellement scolarisé à domicile sous prétexte qu'il souffre de problèmes d'audition, rendant une scolarisation en établissement difficile. Ainsi, il reste à la merci de ses bourreaux 24 heures sur 24. Il passe ses journées enchaînées sous le bureau d'Anna B dans le centre où elle travaille. Cette dernière se défoule régulièrement sur lui. Toute la journée, Andrei est contraint d'uriner dans un seau et ne peut aller aux toilettes pour ses besoins plus solides qu'une seule fois par jour. Pendant ce temps, Clara est chez elle, se consacrant entièrement à Anna. Ce n'est qu'en décembre 2006 que les garçons sont de nouveau réunis avec leur mère lorsqu'elle déménage à Kurim. Cependant, leur calvaire est loin d'être terminé. Dès leur arrivée dans la nouvelle maison, ils sont confinés dans la salle de bain avant de rejoindre le placard qui deviendra leur nouvelle prison. Ce n'est qu'en mai 2007, lorsque les images choquantes d'Andrei sont captées par le babyphone d'un voisin, que le calvaire est révélé au grand jour. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, suite à cette terrible découverte, les garçons et Anna sont retirés de la garde de leur mère et cette dernière ainsi que sa sœur Katerina sont placés en détention. Andrei reçoit des soins à l'hôpital tandis que Yacoub et Anna sont placés dans un centre d'accueil. Seulement 3 jours plus tard, un nouveau rebondissement survient, marquant le début d'une série de révélations incroyables. Le 12 mai 2007, soit 3 jours après son arrivée au centre, Anna disparaît en s'échappant par une fenêtre. Personne ne sait si elle s'est enfuie seule ou si elle a été enlevée, mais la gravité de la situation est totale. Il faut la retrouver rapidement car elle semble présenter un handicap mental. Sa disparition est aussitôt signalée et elle devient une priorité pour les autorités. D'importants moyens sont mis en œuvre pour la retrouver, les recherches débutent dans les bois environnants avec l'utilisation de lunettes infrarouges, de chiens et son ADN est prélevé sur ses vêtements pour faciliter les recherches. Malgré les efforts intensifs, Anna reste introuvable. Le porte-à-porte ne donne aucun résultat et personne ne semble savoir où se trouve l'adolescente. Les enquêteurs commencent à suspecter qu'elle a probablement été aidée par quelqu'un pour disparaître. Les photos d'Anna sont diffusées dans les médias et l'affaire attire rapidement l'attention du public. Certains proches des deux sœurs, choqués par les accusations portées contre elles, vont tout de suite être interpellés. Ils relèvent une ressemblance frappante entre Anna et une ancienne collègue de Katerina nommée Barbora qui avait travaillé au centre il y a plusieurs années. Barbora, qui devrait avoir 32 ans, a quitté le centre pour des raisons médicales et n'avait donné plus aucune nouvelle depuis. Bien que Barbora était plus corpulente qu'Anna, la ressemblance entre elles est troublante. Et cette curieuse observation est communiquée aux autorités. Du côté des soignants, Anna avait également laissé une impression étrange. Elle semblait beaucoup plus âgée qu'une adolescente de 13 ans, notamment à cause de son regard. D'autres signes, tels que des vergetures et certaines compétences en dessin et en calcul, laissaient penser qu'elle pourrait être plus âgée qu'elle ne le prétendait. Les rumeurs selon lesquelles Anna ne serait pas une adolescente de 13 ans commencent à se diffuser dans la presse et ce nouveau rebondissement fait sensation et éveille encore plus l'intérêt de l'opinion publique sur cette tragique affaire qui devient de plus en plus mystérieuse. Interrogée à ce propos, Katerina assure qu'Anna n'est pas Barbora et que toutes ces rumeurs sont complètement ridicules. L'engouement pour l'affaire devient si important qu'un célèbre tabloïd national propose une récompense d'environ
2 700 € pour toute information menant à la localisation d'Anna. Une chaîne de télévision privée invite même un médium dans une émission pour tenter de résoudre l'affaire sans succès. Un premier espoir d'élucider enfin le mystère entourant Anna est alors apparu. La grand-mère de Klara et Katerina, qui selon le récit fictif élaboré par les deux sœurs, vivait près de la frontière polonaise. Cette région avait été le théâtre d'une affaire marquante quelques années plus tôt et cette connexion géographique suscite de nombreuses spéculations et hypothèses alimentant l'intérêt et les théories autour du cas d'Anna. Dans cette affaire complexe, un père avait été accusé d'avoir tué sa fille, mais le corps de l'enfant n'avait jamais été retrouvé. Lorsque l'histoire de la mystérieuse Anna émerge, et compte tenu que la grand-mère de Klara et Katerina vivaient dans cette région, l'espoir naît qu'Anna pourrait être cette jeune fille supposée morte, mais en réalité vivante. Malgré des détails discordants, comme l'âge et le fait que la petite fille n'était pas autiste, la mère de l'enfant disparu espère. Elle fait une déclaration pleine d'espoir dans la presse. Malheureusement pour elle, cet espoir est ébranlé lorsqu'une lettre manuscrite d'Anna est reçue par la presse. Dans cette lettre, Anna affirme avoir fui le centre après avoir appris l'arrestation de sa mère dans le seul but de la retrouver et de l'aider. Elle justifie aussi l'enfermement d'Andrei dans le placard comme une punition pour son comportement indiscipliné et menaçant. Elle affirme qu'Andrei avait menacé de les tuer, elle et sa mère, ce qui aurait motivé cette mesure sévère à son encontre. Cette lettre, censée être écrite par une jeune adolescente de 13 ans avec des troubles mentaux, est longue de 10 pages et ne contient aucune faute d'orthographe ou de grammaire, ce qui renforce les doutes sur l'identité réelle d'Anna. L'analyse graphologique confirme qu'elle correspond à l'écriture d'Anna au centre. Elle a été envoyée depuis un chalet scout. Cependant, lorsque les enquêteurs fouillent ce chalet, ils ne trouvent aucune trace d'Anna. Les enquêteurs décident alors de comparer l'ADN du dossier d'adoption d'Anna et celui prélevé sur ses vêtements à l'institution, et c'est ainsi qu'ils découvrent stupéfaits qu'il y a 2 ADN différents. Anna n'est donc pas celle qu'elle prétend être. Qui est-elle réellement ? Cette question demeure au cœur de l'enquête, chaque nouvelle information ne faisant qu'approfondir le mystère entourant sa véritable identité. Les enquêteurs décident alors de se pencher un peu plus sur Barbora, l'amie de Katerina, qui avait travaillé avec elle des années auparavant. Ils découvrent qu'elle fait partie d'une secte religieuse dirigée par son père, Joseph. Ce groupe sectaire est une ramification d'une organisation religieuse et philosophique souvent considérée comme une secte appelée le mouvement du Graal. Et il s'avère que Katerina et son amie Annabé font également partie de cette secte. Quelque temps plus tard, le verdict tombe, l'analyse ADN révèle qu'Anna est en réalité Barbora. Mais qui est véritablement cette femme de 32 ans, Barbora ? Pourquoi s'est-elle fait passer pour une adolescente malade de 13 ans et quel est son rôle ainsi que celui de la secte dans les mauvais traitements infligés à Jakub et Andrei? Le 15 juin 2007, la mystérieuse jeune femme réapparaît à l'ambassade tchèque de Copenhague au Danemark où elle demande un nouveau passeport. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée de son père, Joseph, d'un avocat et d'un ancien policier. Elle s'était cachée pendant 1 mois dans la capitale danoise, chez la famille. Elle exprime sa crainte de retourner en République tchèque et d'être associée aux abus. L'avocat confirme dans la presse qu'elle a bien joué le rôle d'Anna, expliquant qu'au fond d'elle-même, elle se sent comme une enfant. Son comportement à l'ambassade semble corroborer cette déclaration. Elle tenait un ours en peluche, donnait la main à son père et se comportait comme une petite fille, demandant constamment des bonbons et une glace. N'ayant pas d'avis de recherche à son véritable nom, uniquement pour Anna, l'ambassade ne peut la retenir. Elle doit seulement laisser une mèche de cheveux pour une analyse ADN et promettre de coopérer et de rester joignable. Les procureurs tchèques lui demandent de revenir en République tchèque, mais elle refuse, craignant les représailles. La police demande alors l'aide d'Interpol pour organiser un interrogatoire le 13 juillet, souhaitant déterminer son rôle dans les abus subis par les garçons. Cependant, le jour J, elle ne se présente pas à l'interrogatoire, arguant craindre un piège.
Elle refuse également un interrogatoire par Skype. En août 2007, elle disparaît de nouveau. Les autorités se trouvent dans une situation délicate, désireuses de retrouver cette femme ayant plus de 30 ans et se faisant passer pour une adolescente de 13 ans afin d'obtenir son témoignage avant le procès. Elle se questionne sur son rôle exact dans les abus. Était-elle simplement complice ou pire encore, l'instigatrice de ces actes atroces? L'ouverture du procès est même repoussée pour laisser le temps aux enquêteurs de retrouver Barbora. Ils concentrent alors leurs recherches sur le Danemark, l'Allemagne et la Suède. Son père, Josef, qui est le leader d'une secte, est également introuvable. Anna, alias Barbora, refait finalement surface 4 mois plus tard, dans un endroit totalement inattendu, à plus de 300 km au-dessus du cercle polaire arctique, dans la ville de Tromsø, en Norvège. Fin décembre 2007, un homme prénommé Michael entre dans une agence de location de voitures à Tromsø pour rendre un véhicule loué plusieurs semaines plus tôt à Oslo. Il est accompagné d'un adolescent. Alors qu'il signe les papiers, la police intervient, l'obligeant à se coucher au sol sous la menace d'une arme avant de le menotter. Cet homme est arrêté car il est suspecté d'avoir enlevé l'adolescent qui est à ses côtés dans un orphelinat quelques semaines auparavant à Oslo. Le jeune adolescent s'appelle Adam, il est le fils d'un dramaturge tchèque nommé Martin Farner. La famille avait immigré en Norvège où Martin travaillait dans une compagnie de théâtre. Alors que sa femme et ses autres enfants étaient retournés en République tchèque, Adam, son fils, avait intégré une école à Oslo. Adam, à première vue, semble être un adolescent tout à fait ordinaire. Passionné de skateboard, il ressemble en tout point à un adolescent typique. Mais à force de le côtoyer, ses professeurs remarquent des choses étranges à son sujet. Il semble plus âgé que son âge réel, paraissant avoir plus de 16 ans. De plus, il est très maigre, avec le crâne rasé et des cernes constants sous les yeux. Son apparence laisse supposer qu'il pourrait être malade, peut-être une maladie grave, un cancer ou une autre affection sérieuse. À son arrivée, il intègre des cours intensifs de norvégien et est très doué. Seulement, son comportement ne tarde pas à soulever des interrogations, il montre des signes de traumatisme. Nerveux, sursautant au moindre bruit, il fait également souvent des crises. Interrogé à ce propos, il raconte avoir été abusé par son père et vendu à des hommes plus âgés. Il explique en détail les abus qu'il a subis. Ses enseignants sous le choc sont très inquiets et font intervenir le psychologue scolaire. Ce dernier, après avoir consulté Adam, trouve son histoire plausible et décide de contacter les autorités. C'est l'un des dessins de l'adolescent qui convainc le psychologue de contacter la police. Il dessine 7 enfants avec du sang sur les mains et sur les pieds, ainsi qu'un homme debout face à eux, les menaçant verbalement. Il explique être l'enfant numéro 7 et que lui et tous les autres ont été torturés et maltraités ensemble. C'est ainsi que, début décembre 2007, Martin Farner, son père, est arrêté, il est soupçonné d'abus et de maltraitance sur enfants, et Adam est placé dans un orphelinat. Fait étrange, Martin, suite à son arrestation, se terre dans le silence. Quelques jours après, le 16 décembre, lors d'une sortie, sous les yeux des accompagnateurs, Adam se précipite dans une voiture qui attendait à proximité, elle démarre et il disparaît. Les autorités craignant un enlèvement par des trafiquants d'enfants lancent une alerte internationale. Le visage d'Adam est diffusé sur toutes les chaînes de télévision et dans les journaux du pays, déclenchant une chasse à l'homme internationale. 3 jours plus tard, la réceptionniste d'un hôtel accueille un homme et un adolescent. Le duo attire son attention car ils se donnent la main. Le duo demande à utiliser le téléphone de l'hôtel, ce qui éveille immédiatement ses soupçons car l'homme possède déjà un téléphone portable. Pensant à une potentielle escroquerie ou à des repérages de voleurs attirés par les œuvres d'art de l'hôtel, elle contacte la police après leur départ. Le lendemain, les enquêteurs la contactent pour obtenir des détails sur leur apparence. Ils font alors le lien avec Adam et Michael, un ami de la famille Farner, qui avait franchi la frontière avec eux lors de leur arrivée en Norvège. Après avoir vu les avis de recherche qu'elle n'avait jamais vus auparavant, la réceptionniste reconnaît l'adolescent disparu. L'alerte est donnée. La police qui recherche Michael apprend que depuis plusieurs jours, il ne s'est pas présenté à son travail dans un magasin d'informatique à Oslo et qu'il a loué une voiture le jour de la disparition d'Adam. Convaincu que Michael a enlevé le jeune garçon, il lance une alerte dans toutes les agences de location de voitures.
Lorsqu'il retrouve le véhicule 20 jours plus tard, à la fin du mois de décembre, Michal est arrêté. Seulement, après son arrestation, les policiers ne vont pas tarder à découvrir qu'Adam n'est absolument pas un jeune garçon de 13 ans, il est en réalité une femme de 32 ans, il s'agit de Barbora. Une fois sa véritable identité révélée, ils font le lien avec la disparition d'Anna 7 mois auparavant. Barbora est donc extradée en République tchèque, elle débarque à Prague le 9 janvier 2008. Ce qui est incroyable, c'est que durant toute la cavale de Barbora, Martin Farner, son prétendu père accusé d'abus sur enfant, a gardé le silence et n'a pas trahi la véritable identité de Barbora. Après l'éclatement de l'affaire, les poursuites contre lui sont abandonnées. C'est en juin 2008 que s'ouvre le procès tant attendu. En raison de son caractère unique et de la dimension internationale de l'affaire, de nombreux médias sont sur place. 5 personnes se trouvent sur le banc des accusés, Clara, sa sœur Katerina, les 2 hommes présents au chalet durant les terribles abus et bien sûr Barbora. Anna B, l'amie de Katerina qui travaillait avec elle, demande à être jugée par contumace. Tous doivent répondre des terribles abus qu'ils ont fait subir aux pauvres Yacoub et Andrei. Il y a encore de nombreuses zones d'ombre dans cette tragique affaire et des questions subsistent. Qui est réellement Barbora? Pourquoi s'est-elle fait passer pour un enfant? Quelles étaient les motivations derrière les sévices infligés aux garçons? Tous les accusés plaident non coupables à l'exception de Clara qui reconnaît sa culpabilité. Elle est la première à témoigner. En larmes, elle admet avoir maltraité ses fils depuis juillet 2006, pensant qu'ils se comportaient mal envers Anna, qu'elle croyait être une adolescente mourante. Elle avoue avoir agi sous les ordres du mystérieux médecin d'Anna, qu'elle n'avait jamais rencontré en personne et avec qui elle communiquait uniquement par SMS. Elle dira « Je lui faisais confiance, il m'avait aidé à m'occuper d'Anna et en plus je faisais confiance à ma sœur. » Le plus glaçant dans cette affaire, c'est que l'enquête a révélé que les SMS ont tous été envoyés depuis le domicile de sa grande sœur Katerina. Le fameux médecin n'existait pas, de toute évidence Clara avait été totalement manipulée par sa sœur et Barbora. Clara a été évaluée par les psychiatres et selon eux, elle souffre d'un trouble de la personnalité histrionique caractérisé par un désir de reconnaissance et d'admiration extérieure. Elle aurait également un trouble de la personnalité dépendante, la rendant incapable de prendre des décisions par elle-même sans l'approbation d'une figure d'autorité. Clara n'a jamais fait le lien entre Anna et Barbora car Katerina lui avait dit qu'elle était décédée. De plus, son apparence et ses manières étaient très différentes. La seule fois qu'elle avait vu Barbora, c'était lors d'un camp des années plus tôt, quand elle avait une toute autre apparence, elle était plus corpulente. La mère de famille, à la fois victime et auteur, a été influencée et flattée par l'approbation reçue de la part de Katerina et du faux docteur, au point de perdre son instinct maternel et de se concentrer exclusivement sur la fausse adolescente malade Anna, qui était en réalité une femme manipulatrice plus âgée qu'elle. Reste la question, qui est Barbora et quels sont ses liens exacts avec Katerina? Barbora Skrova est née en 1975 à Brno, la deuxième ville de République tchèque. Elle est la fille de Josef et Renata Skrova. Son père, Josef, est un homme mystérieux et controversé qui a été rendu invalide suite à une chute dans les escaliers durant son adolescence. Malgré sa pension d'invalidité obtenue suite à cet accident, il se lance dans des activités douteuses, il a du bagou et est très convaincant. Charismatique, il utilise son talent pour convaincre les gens d'investir dans des plans louches et il est même soupçonné d'être impliqué dans un trafic d'armes, bien que cela n'ait jamais été prouvé. À côté de cela, il est le leader d'un mouvement sectaire rattaché au mouvement du Graal et il recrute ses membres dans un groupe de scouts qu'il dirige depuis des années appelé les Fourmis. Dès son plus jeune âge, Barbora a eu des problèmes de santé.
elle souffre d'hypertrophie de la thyroïde, ce qui a retardé son développement, la faisant paraître plus petite et plus jeune que son âge réel. Elle est également épileptique et nécessite constamment l'assistance d'un adulte. Malgré ses problèmes de santé, Barbora, bien que très isolée en classe, est une élève studieuse qui passe sa scolarité avec brio. Elle est passionnée par la musique et adore les mathématiques et la physique. En 1996, à l'université, Barbora rencontre Katerina, avec qui elle partage un cursus en musique. Ses parents étant peu présents dans sa vie, sa mère souffrant d'alcoolisme la néglige de la même façon que son père trop absorbé par ses activités. Barbora fait face à d'importantes difficultés dans sa vie quotidienne et a besoin de l'aide de quelqu'un. C'est à cette période-là qu'elle se lie d'amitié avec Katerina, qui devient alors sa confidente et son soutien au quotidien. Les deux jeunes filles deviennent très proches, à tel point que Katerina rejoint la secte de Joseph, le père de Barbora. Au fil des années, Katerina fait de son mieux pour soutenir son amie, allant jusqu'à lui trouver un petit emploi dans le centre d'accueil qu'elle dirige. Au sein du centre, Barbora s'occupe d'un groupe de sculptures sur bois et de piano. Cependant, son comportement pose problème. Bien qu'elle ait la responsabilité d'un groupe, elle se comporte davantage comme une enfant que comme une adulte. Elle se crée un personnage et commence à développer de plus en plus de troubles psychologiques. Elle cherche de l'aide et consulte plusieurs psychologues, mais malgré les traitements et les exercices comportementaux, elle se sent de plus en plus mal tiraillée entre ce qu'elle est et ce qu'elle aimerait être, c'est-à-dire une enfant. Barbora décide alors de se transformer pour devenir l'enfant qu'elle se sent être au fond d'elle. Pour cela, elle peut compter sur le soutien de son amie Katerina. Durant des années, elle travaille sur cette transformation, perdant beaucoup de poids et subissant plusieurs opérations de chirurgie esthétique, telles qu'une liposuction et une réduction mammaire. Une fois cette transformation terminée, Katerina va l'introduire auprès de sa jeune sœur Clara, et la suite, vous la connaissez. Après le témoignage de Clara, l'attention se tourne vers les deux hommes présents au chalet, tous les deux nommés Yann. L'un d'eux est d'ailleurs le jeune frère de Barbora. Le second est Yann Turek, un entrepreneur travaillant également dans un refuge pour chiens. C'est d'ailleurs lui qui a fourni les cages dans lesquelles les garçons ont été emprisonnés. Il affirme qu'il ignorait tout concernant les abus et qu'il n'y avait pas participé. Seulement, les garçons, dans leurs témoignages, ont raconté le contraire. Ils affirment que les deux Yann étaient présents durant les tortures et ont participé à l'acte où Andrei a été forcé de manger sa propre chair. À l'image de tous les protagonistes dans cette affaire, Yann Turek est un personnage assez trouble. C'est un homme complexe, divorcé et plusieurs fois accusé de violences physiques, verbales et émotionnelles envers son ex-femme Lucia, avec qui il a un fils. Durant leur mariage, la police a dû intervenir à plusieurs reprises et Lucia a passé 5 mois dans un refuge pour femmes battues. Étonnamment, Lucia témoigne en faveur de son ex-mari, le décrivant comme un père dévoué, sans mentionner les abus passés. Interrogée à ce sujet, elle prétend être l'instigatrice des violences physiques et s'accuse de s'être auto-infligé des blessures pour rendre à l'époque ses accusations crédibles. Yann, durant son témoignage, reste la tête dans les mains et la remercie à la fin d'avoir enfin dit la vérité. Sa petite amie du moment, avec qui il est en couple depuis 2006, ne rapporte rien non plus de négatif à son sujet, affirmant qu'il n'a jamais été agressif envers elle ou ses jumeaux nés d'une précédente union. Néanmoins, une amie de son ex-femme Lucia témoigne tout autre chose. Elle raconte à quel point elle est surprise du portrait dépeint par Lucia et avance une explication concernant ce volte-face. Peu après l'arrestation de Yann dans cette affaire, elle était venue la voir et lui avait demandé de ne rien raconter des confidences qu'elle lui avait faites concernant les violences qu'elle avait subies de la part de Yann. Elle semblait terrorisée et avait parlé d'une organisation secrète. Quand Yann est interrogé au sujet de la secte dont font partie Barbora, son frère et Katerina, il nie y appartenir, mais reconnaît avoir une amitié avec Joseph, le père de Barbora, remontant à l'époque où il faisait partie du groupe de scouts Les Fourmis.
Arrive ensuite l'un des moments les plus attendus du procès, le témoignage de Barbora. Ses avocats la présentent comme une victime dans cette affaire. Elle nie toute responsabilité dans les abus et déclare avoir été forcée de jouer le rôle d'Anna. Barbora raconte avoir débuté sa transformation 4 ou 5 ans avant son adoption par Clara, période durant laquelle elle était isolée du monde, ne voyant que Katerina et Anna B. Elle affirme avoir été maltraitée physiquement et psychologiquement, n'ayant le droit de manger qu'1 yaourt par jour, et elle déclare avoir été victime d'abus et physiques de nombreuses fois par des inconnus. Selon ses avocats, elle a été ciblée en raison de sa vulnérabilité, tant physique que psychologique. Durant l'audience, elle mentionne même des marques sur son corps, témoignant selon elle des abus qu'elle a subis. Cependant, un examen plus approfondi a révélé autre chose. Alors que Barbora a affirmé avoir été brûlée avec des cigarettes, comme les garçons, les experts ont conclu que les marques étaient en réalité des abrasions auto-infligées. Les prétendues coupures étaient en fait des cicatrices dues à ces chirurgies esthétiques. Il a été démontré qu'elle n'avait jamais été violée. Aucune trace de lésion n'était présente et son hymen était intact. De plus, elle ne présentait aucun signe de sevrage des médicaments qu'elle prétendait prendre, ni de stress post-traumatique. Les experts l'ayant évaluée ont diagnostiqué un trouble de la personnalité histrionique caractérisé par un besoin excessif d'attention, une quête constante d'approbation et d'admiration, ainsi qu'un désir de manipuler les autres. Selon eux, elle n'est pas sans défense ou soumise, mais plutôt une excellente actrice capable de se convaincre qu'elle incarne réellement les personnages qu'elle joue, passant d'un rôle à l'autre de manière délibérée et fluide. Anna, jouant une nouvelle fois sa partition, avait essayé d'apitoyer l'audience comme elle le faisait depuis des années. Le témoignage de Martin Farner, l'homme se faisant passer pour son père qui l'a aidé à fuir en Norvège et qu'elle a ensuite accusé d'abus lorsqu'elle se faisait passer pour Adam, apporte de nouvelles révélations. Il explique que lui et sa femme connaissent Barbora depuis 10 ans, bien qu'ils ne l'ont vue que très peu de fois par l'intermédiaire de son père Joseph. Il affirme ne pas appartenir à sa secte, mais reconnaît lui aussi avoir fait partie durant son adolescence du groupe de scouts qu'il dirigeait. Il continue son témoignage. En mai 2007, elle se présenta chez eux accompagnée de 2 hommes, des fourmis, le groupe scout. Elle était craintive et en mauvaise condition physique, s'évanouissant à plusieurs reprises. La famille décida de l'aider et vécut quelque temps avec elle. Joseph leur demanda de s'occuper de Barbora jusqu'à ce que la tempête médiatique se calme. Elle devait rester discrète et elle suggéra de se faire passer pour leur fils aîné Adam. La famille tenta de la dissuader, craignant qu'elle soit démasquée, mais face aux nombreuses crises de la trentenaire, ils finirent par accepter. C'est ainsi que Barbora commença à prendre le contrôle de la vie de la famille. Elle insistait pour être appelée Adam en permanence. Avant leur déménagement en Norvège, elle avait donc opéré une nouvelle transformation. Elle a franchi la frontière en tant qu'Adam sans éveiller le moindre soupçon. Une fois en Norvège, souffrant de solitude, Barbora insista pour aller à l'école sous le nom d'Adam. Bien qu'initialement réticents, les Farner finirent une nouvelle fois par accepter. Elena, la mère, sentit que le contact avec Barbora affectait négativement sa propre famille, elle commençait à perdre le lien avec ses propres enfants. Craignant de subir le même sort que Clara, elle décida de retourner en République tchèque avec ses enfants, laissant Martin seul avec Barbora jusqu'à son arrestation. Le procès continuant, c'est finalement Katarina qui vient à la barre pour témoigner. Elle révèle que c'est elle qui a eu l'idée de faire passer Barbora pour un enfant aux yeux de Clara, afin que cette dernière s'en occupe. Écoutant le témoignage de sa sœur, Clara, assise parmi les accusés, perdit le contrôle et se mit à crier. « Pourquoi m'as-tu tout enlevé? Je veux récupérer mes enfants. Tu m'as menti, tu m'as enlevé mes enfants. Pourquoi? Je veux qu'ils reviennent. » Puis elle s'effondra avant d'être évacuée en larmes. Alors que sa petite sœur quitte le tribunal, Katerina lui crie « J'ai voulu dire la vérité pour que tu comprennes que je ne voulais pas te faire de mal. »
Suite à son départ, elle poursuit son témoignage en précisant que Barbora n'a pas participé aux sanctions disciplinaires, comme elle les nomme, infligées aux enfants à l'exception de l'incident lié à la noyade. Même si elle n'a pas coopéré avec les spécialistes, les évaluations psychiatriques révèlent que Katerina est intelligente, créative, confiante, ambitieuse, autoritaire, centrée sur elle-même et distante socialement, tout en présentant un manque d'empathie. Elle a utilisé les faiblesses de sa sœur Clara en quête d'approbation pour concevoir un plan intégrant Anna, le personnage fictif joué par Barbora, pour manipuler Clara émotionnellement. L'évaluation psychiatrique révèle également des tendances sadiques et pédos chez Katerina qu'elle a assouvies sur ses propres neveux et via le personnage d'Anna. Elle est à l'initiative des prétendus traitements sexuels prescrits pour Anna et il est possible que Katerina et Barbora aient eu des relations intimes. Le 24 octobre 2008, après 3 jours de délibération, le verdict est rendu. Tous les accusés sont reconnus coupables. Katerina reçoit la peine la plus lourde de 10 ans de prison, reconnue comme instigatrice et organisatrice des abus que ses neveux ont subis. Clara, jugée manipulée, est condamnée à 9 ans. Anna B. et Jan, le frère de Barbora, écopent de 7 ans. Jan Turek et Barbora sont condamnés à 5 ans. Toutes les peines doivent être purgées dans des prisons de haute sécurité. Après les horreurs qu'Andrei et Yacoub ont vécues, il a fallu beaucoup de temps, de patience et d'amour afin qu'ils puissent se reconstruire. Les thérapies ont contribué à l'évolution positive des 2 frères, mais le chemin n'a pas été facile, notamment en raison de la grande couverture médiatique qu'a suscité l'affaire. Lorsqu'ils étaient au centre, les soignants ont essayé de les protéger au mieux de toute cette exposition. Seulement après quelque temps, ils ont dû retourner à l'école, se socialiser de nouveau, et là, ils ont été confrontés à la méchanceté des autres enfants qui avaient vu les images d'Andrei pris par le babyphone et qui se moquaient d'eux. De plus, voir leur mère en larmes sur les couvertures des journaux a été très éprouvant pour eux. Ces événements ont souvent déclenché des crises intenses chez les garçons. Ils ont aussi été particulièrement affectés par la fuite et les révélations sur la véritable identité d'Anna qu'ils avaient été conditionnés à adorer. Anna, ou plutôt Barbora, au sein de la secte dirigée par son père Joseph, était considérée comme spéciale, une élue de Dieu. Cette perception l'a placée dans une position privilégiée où tous les membres de la secte étaient disposés à tout faire pour elle, suivant ses directives sans rien remettre en question. Quand le scandale a éclaté, Joseph a disparu. Il semble qu'il avait fait d'Anna la figure centrale de sa secte. Cependant, aucune preuve n'indique qu'il ait été présent ou impliqué directement dans les actes inhumains subis par les jeunes frères. Nous reviendrons d'ailleurs plus tard sur les motivations et le but de cette secte. Quand Anna a fui, les 2 enfants ont pleuré durant plusieurs jours, puis, lorsqu'ils ont appris la vérité, ils se sont effondrés et ont régressé. L'histoire des 2 petits garçons a bouleversé la nation et ils ont reçu un soutien à l'échelle nationale. Nombreux sont ceux qui leur ont envoyé des cadeaux. Un donateur anonyme leur a également offert des vacances en Italie au bord de la mer pour leur permettre de changer un peu d'environnement. En juin 2011, le père des enfants, alors au chômage, a été considéré comme inapte à s'occuper d'eux. Leur grand-mère, Elichka, non inculpée pour parjure car le juge a estimé qu'elle avait menti de bonne foi pour aider sa fille et la petite Anna, a obtenu la garde des enfants avec son mari. Une partie de leur thérapie a inclus l'apprentissage du pardon. En grandissant, ils ont visité leur mère en prison. Les premières rencontres furent difficiles, mais elles se sont améliorées avec le temps. En octobre 2013, Clara est sortie de prison après avoir purgé 5 ans de sa peine de 9 ans, le reste étant à purger en probation. Les autres accusés, à l'exception de sa sœur, ont été libérés avant elle, mais on n'a pas beaucoup d'infos sur ce qu'ils sont devenus. À sa sortie, Clara a été aidée par sa sœur Gabriela pour trouver un logement et un emploi de secrétaire. Bien qu'elle n'ait pas été autorisée à vivre avec ses fils, elle a eu le droit d'interagir de plus en plus avec eux.
En juin 2014, Katerina est la dernière à sortir de prison. Il y a aussi peu d'informations, mais il semble qu'elle n'a pas renoué avec sa famille. Les garçons sont aujourd'hui adultes, Yacoub vient d'avoir 26 ans et son frère Andrei a 24 ans. J'espère qu'ils ont réussi à se reconstruire après toutes les horreurs qu'ils ont subies. Lorsque j'ai découvert cette affaire à la fois tragique et incroyable, j'ai tout de suite voulu la traiter. En approfondissant mes recherches, j'ai réalisé que la réalité de l'affaire différait considérablement de mes premières impressions. Il y a beaucoup à dire sur cette affaire qui a d'ailleurs inspiré la série de films Esther, et pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyée sur le livre de Ryan Green, The Kurim Case. J'ai fait de mon mieux pour condenser toutes les informations afin de rendre la présentation à la fois claire et compréhensible. C'est une histoire très sombre, mais elle a, heureusement, pour une fois, une issue plutôt positive. Les deux garçons ont été secourus à temps. Je n'ose imaginer ce qui aurait pu se passer si ce jour-là, ce père n'avait pas allumé son babyphone et n'avait pas capté les images du pauvre Andrei. Malgré certaines réponses fournies lors du procès, de nombreuses zones d'ombre subsistent, notamment concernant les véritables motivations derrière ces abus et le rôle joué par la secte dirigée par le père de Barbora. Même s'ils ne l'ont pas tous admis, je pense que tous les condamnés, sauf Clara peut-être, en faisaient partie. Malheureusement, le personnage central de cette secte, le sulfureux Joseph, n'a jamais été confronté. En effet, le père de Barbora s'est volatilisé, aujourd'hui encore personne ne sait où il se trouve. À l'époque où il était leader du groupe scout Les Fourmis, il avait réussi, grâce à son charisme et en les manipulant, à étendre son emprise sur de jeunes adolescents. Un lien fort a été établi entre lui et les jeunes scouts à tel point que malgré les années, les jeunes gens devenus des hommes étaient toujours extrêmement loyaux vis-à-vis de Joseph. Jan Turek, celui qui a abusé les pauvres frères et fourni les cages dans lesquelles ils étaient emprisonnés, faisait partie à l'époque de ce groupe de scouts. De même, Martin Farner, qui s'était fait passer pour le père d'Adam lors de leur fuite en Norvège, et Michal, arrêté pour avoir ramené la voiture de location utilisée dans la fuite de Barbora de l'orphelinat en Norvège, faisaient également partie de ce groupe. Ils étaient tous extrêmement loyaux envers Joseph, comme le démontre l'implication de toute la famille de Martin Farner, qui avait pris des risques inconsidérés pour couvrir la cavale de Barbora. D'ailleurs, lorsqu'il s'est fait arrêter en Norvège pour abus et maltraitance envers son fils Adam, qui n'était nul autre que Barbora, il a gardé le silence jusqu'à l'arrestation de celle-ci des semaines plus tard. L'emprise que Joseph avait sur ses membres était très forte. Suite à la médiatisation de cette affaire, le mouvement du Graal s'est complètement désolidarisé de Joseph et de son groupe, indiquant qu'ils avaient rompu tout lien avec lui depuis des années et qu'ils ne représentaient en aucun cas leur mouvement. Les accusés ont avancé lors du procès qu'ils souhaitaient aider Clara à discipliner ses enfants, mais cette version n'a convaincu personne et plusieurs hypothèses ont alors été envisagées. La première évoque un réseau d'exploitation S d'enfants. Le placard dans lequel a été retrouvé les garçons était équipé d'une caméra de très haute qualité enregistrant les images en haute définition. Ce type de caméra était difficilement trouvable à l'époque dans les magasins d'électronique. Elle avait donc dû être importée et cela avait certainement coûté pas mal d'argent. De plus, Clara et Katerina semblaient vivre au-dessus de leurs moyens. Elles louaient plusieurs maisons et appartements en simultané, mais leurs salaires officiels ne leur permettaient pas d'assumer de telles dépenses. Clara était au chômage depuis un certain temps et le salaire de Katerina, qui dirigeait un centre d'accueil, n'était pas mirobolant. On peut alors raisonnablement se poser la question de la provenance de cet argent. En République tchèque, comme dans de nombreux autres pays, il n'est pas nécessaire de fournir un contrat de travail, des fiches de paie ou un avis d'imposition pour pouvoir louer un bien. Il suffit d'avoir suffisamment d'argent sans avoir à justifier sa provenance. Les policiers ont également retrouvé dans la maison de Kurim une cassette avec 3h30 d'images d'Andrei dans son placard, attaché pieds et mains à une étagère. Le comble, c'est que ces images ont été enregistrées sur une cassette de contes pour enfants.
Il y a aussi le sourire du petit garçon lorsqu'il a été pris en photo par les policiers qui l'ont découvert. Peut-être était-il habitué à être pris en photo dans cet état. Les enfants auraient alors pu être torturés et filmés pour alimenter un réseau de pédosadiques. Ce genre de vidéos se vendent à prix d'or et il est fort possible que les images aient été diffusées en temps réel sur le dark web. Souvenez-vous aussi que lorsque les enfants étaient torturés, ils avaient un sac sur la tête. Il est donc envisageable que certaines personnes aient payé de grosses sommes d'argent pour venir au chalet afin de satisfaire leurs désirs pervers. Sachez que cette hypothèse a été évoquée puis abandonnée lors du procès. La seconde hypothèse évoque une croyance ésotérique au sein de la secte où Barbora aurait été perçue comme une sorte de nouveau messie à qui tous les croyants prêtaient allégeance. Andrei et Yacoub étaient très attachés à Anna. Ils semblaient l'adorer d'une façon disproportionnée, plus qu'un simple amour fraternel, ce qui est surprenant étant donné le traitement qu'ils subissaient. Yacoub avait confié à l'un des soignants du centre qu'Anna était spéciale et qu'elle avait été choisie par Dieu. Quand la personne lui a demandé d'en dire plus, il s'est renfermé et a dit qu'il ne pouvait pas en dire plus. Leur attitude semble avoir été façonnée selon une certaine vision religieuse du monde. C'est comme s'ils avaient été manipulés pour être exclusivement attachés à Anna. Ils étaient isolés de tous, y compris de leur père et des autres membres de leur famille. Andrei n'avait aucun contact avec le monde et Yacoub avait très clairement été prévenu qu'il ne devait pas interagir avec les autres enfants de sa classe. Il ne participait à aucun sport, aucune sortie, aucune activité. Tout était fait pour l'empêcher de se socialiser avec les autres enfants de son âge. Au retour de l'enfer du chalet, ils ont même été coupés de leur mère. Andrei sous la surveillance d'Annabé et Yacoub sous celle de Katerina. La seule personne avec laquelle ils avaient une relation positive, c'était Anna, alias Barbora. Parfois, ils étaient réveillés au milieu de la nuit et on leur disait qu'Anna allait recevoir des coups de fouet, sauf s'ils acceptaient de les recevoir à sa place, et ils acceptaient. Un soir, l'horreur a dépassé l'entendement lorsque les monstres qui martyrisaient et abusaient des deux frères se sont réunis lors d'une sorte de rite satanique où ils ont mangé et forcé Andrei à manger un morceau de sa chair, une pratique tout simplement horrible. On aurait dit qu'ils essayaient de reprogrammer l'esprit des deux frères. Leur bourreau aurait essayé de briser leur volonté jusqu'à ce qu'ils acceptent inconditionnellement l'autorité et qu'ils agissent sans aucune motivation personnelle. Peut-être étaient-ils destinés à devenir les protecteurs d'Anna et les abus auraient eu pour but de renforcer leur loyauté envers elle et créer des gardiens irréfléchis, insensibles, totalement loyaux et dévoués. Je me demande d'ailleurs si certains membres du groupe de scouts Les Fourmis n'ont pas subi des expériences similaires pour être, une fois adultes, toujours autant loyaux et soumis envers Joseph et sa fille Anna. Plusieurs autres questions persistent et parmi les plus troublantes figure celle de savoir comment Clara a pu laisser ses enfants subir un tel calvaire. La mère célibataire avait toute confiance en sa sœur. Comme il a été révélé au procès, elle était en quête de reconnaissance et recherchait continuellement l'approbation des autres. Elle s'est sentie valorisée et investie d'une responsabilité particulière lorsque sa sœur lui a confié la jeune Anna, âgée de 13 ans, qui avait enduré de terribles épreuves durant son enfance et à qui il ne restait soi-disant que quelques années à vivre. Sans doute pensait-elle faire le bien, mais au fil du temps, elle a complètement négligé ses enfants, laissant leur destin entre les mains de sa sœur perverse et diabolique. Nous ne savons pas réellement si l'instigatrice de ce plan machiavélique et des abus était Katerina ou Barbora. Une chose est sûre, Katerina se faisait passer pour le docteur de l'organisation, comme en témoigne la géolocalisation des messages envoyés par ce prétendu médecin, provenant en réalité de son domicile. Seulement, agissait-elle de son propre chef ou était-elle sous l'emprise de Barbora? Quoi qu'il en soit, rien ne peut expliquer et encore moins justifier ses actes. Je pense que c'était une perverse sadique et pédo, dénuée d'empathie envers sa sœur et ses neveux. Son lien avec Barbora était très malsain.
Elle l'a soutenue et accompagnée dans ses démarches et ses chirurgies afin qu'elle se transforme en une adolescente de 13 ans alors qu'elle avait 30 ans passés, peut-être pour satisfaire ses tendances pédo. Je pense que Barbora était attirée par les femmes et Katerina attirée par les enfants. Cela ne m'étonnerait pas qu'elles aient eu des relations toutes les deux et partagé des fantasmes inavouables. Lorsque Barbora s'est immiscée dans la vie de Clara, elle a pu assouvir ses fantasmes, par exemple en se faisant masser les parties intimes par sa mère adoptive qui était en réalité plus jeune qu'elle. Katerina, quant à elle, profitant de la crédulité de sa sœur, a peu à peu fait en sorte que Clara délaisse ses enfants afin de pouvoir les contrôler et les avoir à disposition. C'est là qu'intervient le potentiel réseau pédo de la secte. Sans doute a-t-elle prévenu certains membres de son projet pervers en indiquant avoir en sa possession 2 jeunes enfants. D'ailleurs, le fait qu'elle gère un centre d'enfants dans lequel a travaillé pendant un temps Barbora n'est pour moi pas anodin. Je pense qu'elle faisait déjà partie de la secte avant de prendre la direction du centre. Ce choix de carrière d'être auprès des enfants a peut-être été orienté par celle-ci. Malheureusement, autant de questions et de zones d'ombre qui resteront sans réponse. Pour conclure, Clara, en tant que mère, avait le devoir d'aimer, de protéger et d'élever ses enfants. Bien qu'elle ait été manipulée et sous influence, rien ne peut justifier et encore moins excuser les souffrances qu'elle a infligées à ses fils. Je ne parviendrai jamais à comprendre comment une mère peut à ce point manquer à ses obligations. Aujourd'hui, tous les protagonistes de cette affaire sont en liberté. Dites-moi si vous trouvez cela juste. Auriez-vous été plus indulgent envers Clara ou plus sévère avec Barbora et Katerina? J'ai hâte de lire vos opinions dans les commentaires. Je souhaite de tout cœur qu'Andrei et Yacoub aient pu se reconstruire malgré les épreuves qu'ils ont traversées. Maintenant qu'ils sont adultes, je leur souhaite le meilleur en espérant qu'ils soient heureux et épanouis dans leur vie. J'espère que malgré la tristesse de cette affaire, vous avez trouvé cette vidéo informative et que vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai racontée. Je remercie tous ceux encore présents à la fin de cette longue vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Andrei et Yacoub dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne, mais jusque-là surtout, restons prudents!